Bonjour, vous êtes bien sur KTB Radio et c'est l'épisode 20. Comme vous le savez, cela fait plusieurs années que nous faisons des auditions citoyennes pour écouter les gens, pour savoir comment ça va. Ces auditions citoyennes sont parties au départ du problème des cahiers des doléances. Il y a eu sur notre territoire 678 pages de cahiers de doléances sur la Circo 1 des Hautes-Alpes. Et depuis ces années-là, étant donné qu'on n'était pas à l'écoute de ces cahiers des doléances, on a continué, poursuivi notre travail avec des auditions citoyennes pour écouter les gens, pour savoir comment ça va. Aujourd'hui, on aurait pu faire une émission comme d'habitude, mais on s'est dit que le moment n'était pas banal. Parce que comme vous le savez, les ronds-points ont été rasés, l'écoute est loin, et aujourd'hui, on a eu des élections qui se sont faites d'une manière assez spéciale, parce qu'il y a eu d'abord dissolution de l'Assemblée, à un moment où les gens partent en vacances. Mais il y a eu énormément de personnes qui se sont mis aux urnes, et puis là on est à un moment où on ne sait pas si le verdict des urnes va être suivi. Donc c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel dans la République française. Et en même temps, donc, je voulais vous faire écouter à ce sujet un docteur en anthropologie politique et en sociologie, qui est aussi à la base des auditions citoyennes, pour voir sa réaction, qu'est-ce qu'il pense du moment. Il a fait 2 vidéos YouTube juste ici, à ce moment-ci, et donc c'était l'occasion de l'appeler au téléphone et de lui demander un peu pour lui comment ça va ce pays, qu'est-ce qu'il en pense de ce moment un peu exceptionnel. Eh bien donc dans quelques minutes nous allons appeler Alexandre Duclos, et en attendant je vous propose d'écouter Kenny Ercana, 5e Soleil. Vous êtes bien sur KTB Radio et on est parti avec Kenny Ercana, 5e Soleil. Mon esprit s'égare, l'esprit qui surchauffe, les gens se détestent, la guerre des égaux, 21e siècle, cynisme et mépris, non-respect de la terre, folie plein les tripes, frontières, barricades, émeutes et matraques, cris et bains de sang, bombes qui éclatent, politique de la peur, science immorale, insurrection d'un peuple, marché des armes, nouvel ordre mondial, fusion de terreur, l'homme, l'animal, le plus prédateur, le système plus la mort, assassin de la vie, a tué la mémoire pour mieux tuer l'avenir, des disquettes plein la tête, l'essence nous trompe, le 3e œil ouvert car le cerveau nous ment, l'être humain s'est perdu, a oublié sa force, a oublié la lune, le soleil et l'atome, inversion d'épaule vers la haine se dirige, a perdu la raison pour une excuse qui divise, l'égoïsme en devise, époque misérable, haine collective contre rage viscérale, une lueur dans le cœur, une larme dans l'œil, une prière dans la tête, une vieille douleur, une vive rancœur, là où meurt le pardon, où même la foi prend peur, allez viens nous partons, des lois faites pour le peuple et les rois tyrannisent, confréries et business en haut de la pyramide, ça sponsorise le sang, entre chars et usines, innocents dans un ciel aux couleurs des usines, un silence de deuil, une balle perdue, toute une famille en pleurs, un enfant abattu, des milices de l'État, des paramilitaires, des folies cérébrales, des peuples entiers à terre, bidonville de misère à l'entrée des palaces, liberté volée, synonyme de paperasse, humanité troquée contre une vie illusoire, entre stress du matin et angoisse du soir, des névroses plein la tête, les nerfs rompus caractérisent l'homme moderne, bien souvent corrompu, et quand la ville s'endort, arrive tant de fois, une mort silencieuse, un SDF dans le froid, prison de ciment, derrière les œillères, le combat est si long, pour un peu de lumière, les familles se déchirent, et les pères se font rares, les enfants ne rient plus, se baptisent des remparts, les mères prennent sur elles, un jeune sur 3 en tôle, toute cette merde est réelle, donc on se battra encore, c'est la malade de l'IVA qui nous bouffe les tripes, une bouteille de vodka, quelques grammes de weed, certains ne reviennent pas, le serrage est violent, Subutex injecté dans une flaque de sang, des enfants qui se battent, un coup de couteau. Alors on va faire une petite pause
Parce que Alexandre Duclos, docteur en anthropologie politique et en sociologie, vient d'arriver. Alexandre? Oui, Ah, voilà, bah, c'est super, on t'entend bien, c'est génial. Eh bien voilà, tu viens de publier plusieurs émissions YouTube, l'une sur la question des peurs, et l'autre, et je trouvais que c'était le moment, en même temps, dans l'émission Comment ça va, sur les auditions citoyennes, de revenir vers toi, parce qu'on est à un moment pas banal. Donc la première chose que j'avais été étonné, c'est que tu disais que, en gros, alors moi je résume un peu, et puis tu le diras avec tes propres mots, que on était à un moment où il y avait plein qu'on pouvait pas gérer et qu'une peur ne pouvait pas gagner. C'était ce que tu disais dans l'avant-dernière émission YouTube que tu gères de ton côté, et en même temps tu expliquais que pour finir, bah, en gros, l'offre politique, bah, ce qu'elle disait, ce qu'elle ne disait pas dans les différents camps, et puis à la fin tu expliquais un peu chaque camp, et puis à la fin tu disais, bah oui, mais le problème c'est comme on cristallise, parce qu'il y a une dissolution extrêmement rapide, et une peur ne peut pas gagner. Est-ce que tu peux mhm. dire avec tes propres mots, si je me trompe pas, voilà, ce que tu voulais dire par rapport à ça? Bah, c'est pas très compliqué. C'est en fait l'idée suivante. À la place d'une offre politique variée, touffue, intéressante, etc., on a schématiquement eu l'expression de trois peurs. C'est-à-dire que nous n'avait pas trois partis, on avait trois promoteurs de peurs différentes. Ça ne veut pas du tout dire que le pays a peur, parce que je pense vraiment le contraire. Je pense que le pays est fatigué, ennuyé, crispé, tout ce qu'on veut, mais pas dans la peur. En revanche, l'offre politique, elle relevait de trois peurs. Alors, il y avait la peur des extrêmes, n'est-ce pas? En gros, les partis d'extrême centre disaient que les autres extrêmes étaient insupportables et qu'il fallait lutter contre les extrêmes. Il y avait le parti de la peur du fascisme et de la fin du monde, côté Nouveau Front Populaire. Et de l'autre côté, on avait, du côté du Rassemblement National et vaguement de Reconquête, je dis vaguement parce qu'ils ont eu un score lilliputien, l'idée selon laquelle il faut avoir peur de deux choses, la déchéance du pays et l'immigration. Voilà. Donc voilà, peur du fascisme, peur des extrêmes et peur de l'immigration. Donc en gros, on choisissait en fonction de la peur dominante en soi. Ça, c'est une chose. Alors ensuite, pourquoi je dis qu'une peur ne peut pas perdre, qu'une peur ne peut que gagner? Ben, c'est assez simple. Ça consiste à dire que la peur, si elle se voit défaite, le parti qui est le promoteur d'une peur, s'il perd à des élections, eh ben, la peur augmente. La peur ne baisse pas, la peur augmente. On a donc un sentiment, une passion qui ne peut pas trouver de résolution électorale. Si on gagne, on peut en faire un argument et l'amplifier, l'amplifier, l'amplifier. Et si on perd, elle s'amplifie toute seule. Donc en fait, avant même qu'on se trouve dans une situation où il n'y a que des majorités relatives potentielles ou des minorités, comme on veut, au Parlement, aboutissant à une situation qui est décrite comme une situation de blocage institutionnel, même si on pourrait revenir là-dessus tout à l'heure. La situation dans laquelle on se trouve, c'est une situation dans laquelle il n'y a pas d'affrontement possible et de délibération et d'accord. Il y a non pas des positions politiques qui s'affrontent, mais des peurs. Qui constituent une population non pas d'adversaires politiques, mais d'ennemis et de gens qui se font peur les uns aux autres. Donc en quelque sorte, dans cette espèce de moment où tout est caricaturé pour saisir les électorats par la peur, eh ben, on a complètement déformé le champ politique, on l'a presque aboli par là même, et on a produit, je pense à l'échelle du pays, une émotion très trouble, très frustrée, et on a plutôt développé l'incapacité à résoudre les problèmes politiques du pays. Voilà. Ça, c'était la première. La seconde, c'était sur les extrêmes, parce que tu avais l'air d'avoir zappé ce point-là, donc voilà, c'était ça. Oui, oui, Sur vas-y. Hein? Vas-y alors, explique un peu qu'est-ce que tu voyais derrière la deuxième Oh, vidéo là sur les extrêmes. c'est pas compliqué, c'est qu'on nous décrit le champ politique en ce moment à partir d'anathèmes, d'insultes, euh,
soit c'est 2 tiers de l'Assemblée qui décrit le NFP comme l'extrême gauche, soit c'est les autres 2 tiers qui décrivent le RN comme l'extrême droite, enfin, voilà, on pourrait même parler d'extrême centre. Donc on est une espèce de situation dans laquelle on décrit la position de l'autre comme étant le chaos, comme étant la sortie du champ politique. Donc ce vocabulaire-là, qui a été extraordinairement répandu dans les médias ces derniers temps et ces derniers jours en particulier, qui ne parle de l'autre que comme un extrême, rend impossible la discussion, parce que c'est quoi l'extrême? C'est ce qu'il y a à l'extrémité, c'est-à-dire l'endroit dans lequel on tombe du champ politique, de l'arc républicain, tout ce que tu veux. Donc c'est une manière de décrire l'adversaire comme étant au-delà de l'arc normal de discussion, du champ politique. Bon, alors évidemment ça sonne faux. Ça sonne faux, c'est très emmerdant parce que ça empêche les gens de comprendre les situations politiques. Pourquoi ça sonne faux? Parce que d'un côté, les positions du RN peuvent pas être réellement décrites comme extrêmes par les gens de la Macronie ou par les gens des Républicains, pardon. Pourquoi? Parce que l'apologie de la force, l'apologie de la force de l'ordre, l'apologie de la répression, les mesures d'exception contre les écolos en les traitant de terroristes, d'éco-terroristes, etc. Le fait d'avoir fait de la Méditerranée un cimetière, le fait d'avoir fait des charters pour envoyer des étrangers, le fait d'avoir fait des camps de rétention pour mineurs, etc. Tout ça, on l'a fait. Et puis la loi immigration qui sort du droit du sol. Oui, c'est-à-dire que le RN n'a plus aucune forme de singularité de ce point de vue-là, sauf qu'on lui attribue des idées qui seraient bien pires. Par ailleurs, il y a leur processus d'embourgeoisement et de diabolisation qui font que le seul moyen de les sortir, c'est du jeu politique, c'est de sortir un anathème. En fait, ça consiste à leur dire « vous êtes dehors ». Et de la même manière, si on regarde objectivement le programme du NFP, c'est un programme qui est moins à gauche que le programme de Mitterrand. Il n'y a pas de nationalisation, par exemple. Il n'y a pas de socialisation générale de l'économie. On reste dans le libre marché. A priori, on reste dans l'Europe, même s'il y a un plan B. Et par ailleurs, les modalités lointaines envisagées pour une constituante restent encore complètement dans les clous de quelque chose d'acceptable dans la République française. Donc, en fait, on se rend compte que ce sont des anathèmes creux. En fait, c'est simplement des manières de refuser la discussion. Et ce que je proposais, c'est de dire, voilà, dans le fond, ce qu'il nous faudrait, c'est une manière de comprendre la topographie, une représentation de l'espace politique français qui repose sur des choses simples et claires et faciles à comprendre. Et donc, moi, je proposais 4 positions. La première position, c'est une position quasiment ultralibérale qui consiste à dire il faut liquider la société, il faut liquider les corps intermédiaires, il faut liquider tout ce qui s'oppose au marché. L'État, la protection sociale, les associations, etc., les mutuelles, tout ce qui permet de coopérer et qui va contre le marché, faut l'éliminer. Il faut liquider la société. Voilà. Ça, c'est la position macronienne. Et ça consiste à dire on veut liquider le social, on ne veut plus que des agents économiques et techniques qui fonctionnent. Deuxième position, il y en a un peu chez Macron, il y en a un peu au PS, il y en a un peu dans la droite, ça consiste à dire il faut une position néolibérale. On va liquider la société, mais comme ça crée trop de pauvreté, il faut quelques filets de sécurité. Pas beaucoup, mais quelques-uns, pour que l'intervention de l'État permette au marché de ne pas totalement détruire ce qui le nourrit. La justification de l'action publique demeure la maximisation des profits, mais on déploie, comme le néolibéralisme le conçoit, certains filets de sécurité parce que le marché ne peut pas tout seul, parce que, hélas, les individus ne sont pas des agents économiques rationnels. Donc, je reprends. Liquider la société avec quelques filets de sécurité, ce serait la position 2. Position 3, on reprend la position 2 et on y ajoute autre chose. On garde le libéralisme économique, on garde les filets de sécurité, mais on fusionne, c'est ça le point le plus important, on fusionne tous autour d'une identité. Et donc l'idée, c'est toujours sacrifier les pauvres, mais les dédommager avec un sacrifice de l'étranger. Je sacrifie les étrangers au nom d'une espèce d'idole qui serait la nation française parfaitement constituée, unie, voilà. Et en quelque sorte, je dédommage les pauvres de la pauvreté que je leur impose par des formes violentes de libéralisme, mais je dédommage les pauvres
en faisant un sacrifice, une orgie autour des étrangers expulsés, autour de l'expulsion du corps étranger. Et la dernière position, c'est encore une fusion, mais autour d'un bien commun. Et le bien commun, c'est la lutte pour l'écosocialisme, la lutte pour la dignité politique, etc., etc. Donc on reprend, liquider la société avec un parachute, fusionner autour d'une identité, fusionner autour d'une idée. Et là, d'un coup, on a une topographie qui est un peu plus cohérente et on comprend un peu mieux les enjeux de ce qu'on va faire en faisant de la politique avec les uns ou les autres. Voilà où j'en étais. Alors moi j'entends bien, hein, je veux dire. D'un autre côté, en faisant moi en faisant du porte-à-porte, etc. Quand on pose aux questions la question comment ça va, on voit que le peuple a vraiment moyen de s'entendre, qu'il y a beaucoup de communs et qu'il y a vraiment moyen de construire. Maintenant, quand on arrive avec des tracts militants, on rentre dans un jeu médiatique très fort. Et je sais que par exemple, par rapport à Gaza, je me suis retrouvé avec des gens qui disaient en fait, ce qu'on vit là-bas, c'est très bien, il faut maintenant exterminer tous les musulmans. Et donc ils ont eu des positions qui étaient, mais je veux dire, voilà, et c'est une démonstration, il faut qu'on aille plus loin, etc. Donc quand on joue un jeu politique, donc je ne parle pas des auditions où on écoute tout le monde, des gens vont avoir des positions même encore plus caricaturales, des gens que j'ai rencontrés, que ce qui est mis dans le jeu médiatique. Et donc c'est une question par rapport à ton analyse, parce que j'ai eu des gens qui m'ont sorti des choses pareilles, quoi. Donc tu vois, c'était très hitlérisant, quoi, tu vois, comme genre de réflexion. Et donc j'entends bien, toi, ce que tu dis. Mais est-ce que c'est pas une banalisation parfois de la position du RN? Et puis après ça, en fait, ma question elle est double, tu pourras répondre. Mais est-ce que la cristallisation, elle n'est pas aussi terriblement médiatique? Moi, ce que j'entends, par exemple, sur voilà tout ce qui est dit sur la France insoumise, l'antisémitisme, etc. Moi, j'ai l'impression d'avoir aussi des énormes intérêts financiers. Et est-ce que ton analyse anthropologique, sociologique et telle que tu la proposes, est-ce que elle met aussi en valeur les enjeux de gens qui ont des finances et qui ont intérêt à poursuivre l'ordolibéralisme et le libéralisme jusqu'au bout, et si à un moment il y a une porte de sortie qui ne marche pas, on en essaiera une autre. Et donc on a besoin de cristalliser et aussi de caricaturer la position par exemple du nouveau Front Populaire, quoi. C'était une des questions que j'avais. Donc il y en a, elle est Ouais, de en où? fait, on est percuté collectivement par des enjeux partidaires, électoralistes et médiatiques. Alors, ça veut dire que, en fait, on se retrouve à devoir gérer dans notre vie quotidienne, à l'échelle de nos petites communes ou grosses communes, dépendant de là où on habite, des choses qui ne viennent pas de nous et qui viennent d'un monde radicalement différent. En fait, je vais commencer donc à répondre à ta question sur Gaza. Pour ce qui est de Gaza, il y a eu une hystérisation du débat médiatique qui a été saisie comme une occasion de faire perdre un maximum de crédit à la France insoumise et discréditer toutes leurs propositions sociales, économiques, écologiques, etc. Sur la base d'un autre anathème qui est pas extrême, qui pour le coup c'est antisémitisme, qui est quasiment l'anathème suprême. Bon. Comment ça a été fait? En fait, ça a été fait parce que la FI a fait un truc qui était vraiment extrêmement contestable. Elle a fait un choix électoraliste. Elle a décidé de faire voter la population musulmane des banlieues françaises en sa faveur à l'occasion d'une prise de position pour les Palestiniens et à la limite de... il n'y a jamais eu de soutien au Hamas, mais il y a eu un refus de les qualifier immédiatement comme terroristes. Et ils ont joué sur cette corde-là. C'est de la résistance, c'est un processus de résistance nationale contre une oppression coloniale, etc., etc. Donc ça, c'est un choix. Ça a été le choix d'aller chercher quelques millions d'électeurs, tout à fait respectables, en disant ils vont voter pour nous parce qu'on sera les seuls à porter cette voix-là. C'est un choix. C'est un choix risqué, électoral, à court terme.
et qui a abouti à la situation suivante. On s'est mis à parler avec une extrême intensité d'un truc qui nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Alors, moi, je suis Ça absolument ne pas nous d'accord regarde avec toi. pas. Je suis Mais absolument non, pas je veux dire, d'accord avec toi. Mais simplement, après, c'est en je tant te dis pas que je qu'analyse. suis pas sensible aux, Ah non, aux non, ressorts des. c'est-à-dire que moi je pense que c'est absolument pas électoraliste, c'est vraiment le discours médiatique dominant, que c'est simplement parce que c'est ce qui est mis en exergue par le Front National et c'est cette figure-là qu'il s'agissait de défendre, puisque bah, il y avait, je vais dire, voilà, on peut maintenant accepter un génocide, etc. De dire des paroles comme ça, c'est vraiment pour moi le discours Bolloré dominant et donc voilà après je vais pas rentrer là-dedans mais je suis absolument pas mais alors absolument pas d'accord avec ce que tu dis mais c'est mon Mais attitude on personnelle peut quoi tout à fait ne pas être d'accord, et tant mieux. parce que je pense pas du tout Le, le- électoraliste de faire quelque chose comme ça mais par et le voilà fait, ça l'est. bah non Par non le non pas fait, du ça tout l'est. puisque C'est-à-dire, comment te dire, donc, comme tu sais, moi j'habite un petit coin de Normandie, dans le sud de l'Orne. Dans notre coin, ces problématiques ne sont absolument pas brûlantes, présentes, etc., parce que les populations ne se sentent pas visées par ça. Et par ailleurs, tu peux sans aucun problème dénoncer la colonisation, dénoncer la répression, dénoncer l'invasion israélienne des territoires palestiniens, dénoncer le fait qu'ils massacrent des civils, appeler ça un génocide si tu veux, à partir du moment où tu décides de le faire dans les codes médiatiques qui sont là. À partir du moment où tu décides de les percuter et de faire l'actualité, tu agis en connaissance de cause. Et que tu te mettes au centre du discours et du combat sur ce sujet-là, euh, c'est, de mon point de vue, extrêmement clairement un choix. Je ne peux pas ouais. imaginer qu'il l'ait fait sans faire un choix. Moi je te dis ce que j'avais dans la population et c'est-à-dire que à dire qu'on fait plein d'auditions citoyennes il y a des gens qui ont eu le discours dominant, ben voilà, maintenant on va tous les exterminer, on va être dans une logique comme ça. Il y avait des gens dans nos quartiers, dans nos villages, qui ont répondu à Ah ouais. cette hystérisation bien avant, je vais dire, les positions. Et donc moi voilà, c'est ce que j'ai ressenti vraiment de l'intérieur, quoi. Et je trouvais que Mhm. c'était extrêmement important de pouvoir le défendre. Parce que c'est pour moi, et c'est là que j'ai peut-être une différence avec toi, je me vois en. Après, c'est ma projection personnelle dans les années 30 où on commence et puis on va pas dire ah bah oui, effectivement, voilà, telle religion, on peut, voilà, Moi, je pense qu'à un moment, là, il y avait une hystérisation du débat qui était en tête et que au contraire il faut répondre à cette question-là. Mais c'est mon approche personnelle. Bah, tu Après moi vois, j'étais d'accord avec ton analyse sur pas mal de points de vue puisqu'il faut refaire peuple. Et moi je suis dans une dynamique constituante, essayer de poser des questions de comment ça va, etc. Mais quand il y a un jeu médiatique qui pousse des choses je vais dire, moi, il y a des gens qui m'ont dit, voilà, ce qui se démarre là-bas, c'est super parce qu'on va pouvoir faire ça aussi chez nous. Il faut aller jusqu'au bout, quoi, tu vois. Et il y a eu de plus en ouais, plus des genres de projections comme ça. Et moi, je pense que la mhm. réponse, au contraire, non électoraliste, c'est qu'on a vu, nous, nos petits territoires changer d'orientation. Effectivement, parce que face à ça, ils se sentent peut-être isolés, mais on a, des deux côtés, on a cristallisé un débat. Donc ça, je suis d'accord avec toi. Mais je pense que la réponse... moi, je pense qu'il faut répondre à la question de base qui nous a envoyé sur des médias de Bolloré, quoi. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le voyais, quoi, tu vois. Bah, pourquoi Mais pas, bon. mais c'est faire un jeu extrêmement risqué parce qu'il se trouve qu'on n'a pas de milliardaires, nous, Oui, qui mais... possèdent des médias. et en Et 33, qu'est-ce qu'il fallait j'enchaîne faire? sur un Moi, je sais truc que pas. tu disais Vas-y, tout à l'heure là, vas-y. par rapport à la montée des fascismes, la montée des autoritarismes, etc., etc. Mhm. Il y a un truc qu'il faudrait penser, qui est la question de savoir pourquoi euh, en 28 en Italie, en 33 en Allemagne, ce sont des pouvoirs libéraux, voire des pouvoirs libéraux autoritaires, qui ont fini par faire, enfin qui ont précédé l'avènement de pouvoirs fascistes et totalitaires. Et on pourrait prendre d'autres exemples, c'est-à-dire pourquoi est-ce que on a cet épisode libéral autoritaire avant le fascisme? Qu'est-ce qui amène de l'un à l'autre? Et une analyse, j'ai écouté M. Chapoutot en parler il n'y a pas longtemps, je crois sur Lucide, mais peut-être sur une autre chaîne. Et
peut-être que c'était sur Regard, je sais plus, peu importe. Son analyse à lui, qui est à mon avis juste mais incomplète, ça consiste à dire que la bourgeoisie capitaliste libérale, à un moment donné, voit son intérêt dans le fait de renforcer l'autoritarisme du pouvoir et mise qui sur Mussolini, qui sur Hitler, pour continuer à faire des affaires et surtout combattre l'ennemi qui est la gauche. La gauche qui a des propositions de socialisation qui sont insupportables. Ok. Mais pour moi, il manque un élément là-dedans. Et l'élément, c'est qu'est-ce qui motive la bourgeoisie capitaliste à faire ce choix-là. Et je pense que c'est quelque chose qui manque dans le programme libéral. Le programme libéral, ça consiste à tout faire pour que le marché fonctionne. Et à détruire tous les corps intermédiaires pour que le marché fonctionne. Ça aboutit à une situation dans laquelle tout fonctionne. Il n'y a que des agents économiques et techniques dans une société liquidée. Tout fonctionne, mais personne ne sait qui il est. À ce moment-là, il se produit, parce que personne ne sait qui il est, parce qu'il n'y a plus de raison d'habiter ensemble, il n'y a plus de raison de s'aimer, de se reconnaître, etc., une aspiration à l'identité. Et à ce moment-là, effectivement, ils vont miser sur des entrepreneurs identitaires qui gardent, pour arriver au pouvoir, l'aspect libéral, mais qui viennent combler ce manque d'identité. Donc en fait, là on voit la pure continuité qu'il y a entre le macronisme et le RN. Le RN vient simplement ajouter à un même corps de libéralisme l'élément identitaire qui manque et qui dans le libéralisme macroniste, si on veut bien, qui vient apporter à une liquidation de la société comme un sursis autour d'un rassemblement identitaire, autour d'un rassemblement autour d'une idole d'identité. Bon. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement clair. Hein. Nous, dans les auditions citoyennes, c'est vraiment le cœur des choses, c'est ne pas être reconnu, faire trop de bureaucratie, ne plus comprendre le monde dans lequel on existe et je vais dire, ne plus être reconnu dans son travail, ne plus être reconnu dans ce qu'on est en train de faire, et puis alors aussi ne pas vivre de son travail, et ça c'est avec un fatras qui nous dépasse, et c'est vraiment être aimé, quoi. Hein. C'est énorme dans cette, dans notre société. Tu vois, il y a un autre élément que je développerai bientôt autour de cette notion d'urgence. Tu vois, il n'y a pas longtemps, c'était l'urgence de se prononcer, de dire un avis docte sur le conflit israélo-palestinien. Et un avis moral et un avis décisif. L'urgence d'avant, c'était de se prononcer avec un avis docte et moral sur ce qui se passe en Ukraine. Et en ce moment, l'urgence, c'est de nommer un futur Premier ministre et que Macron, etc., nomme un Premier ministre, etc., etc. Là, on confond plusieurs choses. On confond des urgences communicationnelles. Dans un agenda médiatique, il faut répondre à telle ou telle urgence. Des urgences politiciennes, c'est-à-dire avoir la vertu, le talent personnel de saisir une opportunité quand elle se présente. Et puis, ce qui se présente au peuple comme des urgences. Alors, c'est des urgences individuelles comme retrouver du boulot, retrouver de quoi manger, résoudre son problème avec l'administration, se loger, avoir chaud, etc. Enfin, voilà, des urgences qui sont en fait des urgences collectives et qui ne trouvent jamais de solution dans ces guerres picrocolines de communication et ces guerres picrocolines, ces micro-guerres politiciennes. Donc, en fait, on nous fait prendre des vessies pour des lanternes. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est l'efficacité d'une action politique? Est-ce que c'est se positionner sans cesse et comme un zébulon sur chaque nouvelle actualité médiatique ou sur chaque nouveau coup politicien qu'il faut jouer, ou est-ce que il s'agit de travailler en profondeur le pays et par exemple, est-ce que c'est vraiment urgent de nommer un Premier ministre ou est-ce que en fait l'urgence, ça serait de prendre le temps de faire une constituante, pas une constituante où on choisit des personnes au hasard et on les rassemble et le plus rapidement possible on tire une nouvelle constitution, mais un processus constituant dans tout le pays où on perd du temps à gagner du temps, et vraiment on prend le temps de faire pays. Et par ailleurs, c'est oublier que on n'a pas besoin des politiciens pour gouverner le pays, parce que dans une république démocratique, c'est la loi qui gouverne, c'est pas les gens, c'est pas les mecs, c'est pas les nanas qui ont des jolies écharpes.
en vrai. Et donc, on se place l'âme devant un rythme qui n'est pas un rythme réel, en tout cas pas pour les gens, qui est le rythme de la politique politicienne d'un côté et le rythme des médias de l'autre. Et il ne faut pas se faire avoir par ça. Le conflit israélo-palestinien, il dure depuis des décennies. La guerre d'oppression qui est faite par Israël contre le peuple palestinien, elle est faite depuis des décennies. Des décennies d'oppression, des décennies de camps, d'incarcération forcée, de cas de torture, de tout ce que tu veux. C'est une situation par laquelle les positions ont maturé, sont fortes, sont là. Et par ailleurs, dont il ne faut pas majorer l'importance. Nous n'avons aujourd'hui, nous, France, en tant que pays, aucune forme d'importance dans ce conflit, aucune forme de capacité à agir, aucune parole singulière, aucune position dans les relations internationales. Donc, en fait, quand on a l'impression de jouer ses tripes et le peuple palestinien dans une prise de position, en vrai, on répond à des enjeux médiatico-médiatiques qui instrumentalisent la souffrance des Palestiniens pour des gains de communication, que ce soit du camp Bolloré, que ce soit du camp de la gauche. Donc, en fait, pour moi, on a tout faux quand on prend radicalement position et sans prudence sur ces sujets-là. C'était tellement facile de le faire correctement que des membres de notre famille politique l'ont fait. Je veux dire, tu as pas pris Ruffin, par exemple, en faute. Ah bah si, moi complètement, je trouve Si, complètement, puisqu'il décide d'aller à une manifestation d'opposition, bah après ça c'est mon avis personnel, et où il décide de légitimer et de marcher avec l'extrême droite, mais ça c'est mon avis, quoi. Il a marché avec l'extrême droite. Il a marché dans une marche contre l'antisémitisme, avec tout le monde, et moi au contraire, bon après ça c'est chacun, et là je pense qu'on va arriver par rapport à KTV Radio dans des postures très, très polémiques, mais moi après c'est mon avis personnel. Et puis par exemple quand il y a eu un assassinat, je vais dire à une mosquée, bah, il avait foot ce jour-là, quoi, tu vois, et je me dis il y a toujours une différence, c'est-à-dire est-ce qu'à un moment on n'accepte pas comment on fait, comment on mord par rapport au discours. Et puis moi je vois par exemple, c'est en tenant ce genre de position beaucoup plus médiane que l'extrême droite monte terriblement dans les villages, quoi. Au plus tu fais du Macron avec un truc doux par rapport à des choses, au plus dans les villages t'as je veux dire une montée terrible de l'extrême droite. Au plus tu fais à la fois tu tiens sur des positions, mais puis tu essayes de faire peuple et tu pars vraiment d'eux pour co-construire, au plus tu améliores le débat. Par contre, effectivement, quand on travaille les questions populaires, nous, dans la ruralité profonde, toutes ces questions n'apparaissent pas. Mais qu'il y a une volonté de faire peuple et qu'il y a plein d'autres questions. Mais après, les gens, quand ils te parlent hors des questions, comment ça va, qu'est-ce qu'il faudrait faire, ils te rejouent le jeu médiatique. Si jamais tu dis de où tu viens, etc. Donc là, ici, je sors un peu de mon cadre d'habitude de l'émission Comment ça va. Mais je pense au contraire que tenir bon face à ça et ne plus, je vais dire, moi, ce qui me fait peur dans ce que j'ai entendu dans tes deux podcasts, c'est reculer face à l'extrême droite, les dédiaboliser, je vais dire. Or, pour moi, les positions du Front National d'aujourd'hui, ils peuvent être même beaucoup plus loin que de Jean-Marie Le Pen dans les années 80. C'est simplement qu'on l'a accepté, quoi, je veux dire, et que les choses sont beaucoup plus violentes, quoi. Il s'agit en aucun cas, je ne suis pas du tout d'accord avec toi d'accepter une dédiabolisation. C'est un processus qui a été engagé d'une part par le RN, d'autre part, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle le RN, d'autre part par LR et je veux dire Darmanin qui vient dire que Le Pen est trop molle, ça c'est de la dédiabolisation en acte. Et non, moi la question n'est pas là. Et non, mais c'est tenir sur des positionnements de la Macronie qui bougent, c'est-à-dire sur la loi Darmanin qui a eu lieu, la loi immigration. Qui est quand même un truc qui s'est plus connu depuis François Ier, et puis de l'autre côté, par rapport à des conflits où le premier acte, il est posé de faire une marche
où on retire toutes les réflexions d'antisémitisme qui pouvait y avoir à l'extrême droite pour en faire une action contre le monde arabo-musulman, quoi, tu vois. Et donc on instrumentalise ça. Et face à ça, soit tu réagis pas, soit tu dis bah oui, il faut essayer, parlons d'autre chose, etc. Après, moi, je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, hein, tu vois. Mais donc, je partage pas ton avis, mais c'est pas dramatique, hein, tu vois. Ouais, mais juste simplement pour l'exprimer mieux, moi, ma question n'est pas de pas prendre position là-dessus. Euh, la question, c'est que, enfin, tu vois, j'ai l'impression d'une espèce de schizophrénie chez chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'on est à la fois quelqu'un qui habite là et qui a des relations avec ses voisins. Tu vois, la veille du deuxième tour des élections, on a fait une grande fête de village qui était très chouette et qui participe au fait qu'on se laisse pas crever, mais on serre les Ouais, tout coudes à et on fait. tient ensemble. Bon, avec des gens qui votent RN et des gens qui votent pas RN là, et le fait de faire des fêtes comme ça, c'est ce qui permet qu'il y aurait jamais aucune politique municipale RN en fait, parce que justement, tu as tout ce dont se plaignent les électeurs du RN qui trouvent une solution là. Parce qu'on On s'apporte de l'amour, on s'apporte du respect, on s'apporte de la considération, on s'apporte de la dignité, on s'apporte un petit peu de prestige, une bonne bouffe avec des belles tables à côté de la ouais, tout à mairie, fait. etc., etc. Bon, donc là, et puis d'un autre côté, il y a ceux qui regardent BFM TV, et c'est les mêmes, c'est moi aussi. Oui, tout Et à fait, c'est tout à fait. News et c'est 8 etc. Et dans le fond, cet espace mental que c'est 8 c'est News, c'est machin me bouffe, il nous le bouffe collectivement Ah aussi. oui, oui, oui. Non, mais ça, je Et suis en 100% fait, d'accord avec toi dans tout ce que tu dis. et en C'est pour ça fait, que je suis sur KTB Radio aussi. le discours que tu hyper caricaturé et hystérique que tu vas entendre sur il faut les tuer tous, il faut les mettre à la flotte, et de l'autre côté, il faut mettre les juifs à la flotte, presque des discours en miroir. Pour moi, c'est des discours qui correspondent en fait à des débats organisés par les médias. C'est-à-dire qu'il faut prendre des positions sur le fond et qui n'ont rien à voir avec cette espèce d'hystérisation du débat. Et je pense que c'est comme ça qu'on lutte contre le RN. C'est pas SOS Racisme qui lutte contre le RN, ça se saurait. C'est pas les marches qui luttent contre le RN, ça se saurait. Il n'y en aurait plus. C'est pas les Mais marches tu pour vois, la Palestine qui luttent contre l'oppression du peuple palestinien, ça se saurait. ouais, mais Il- alors je te renvoie à une réflexion, hein, c'est-à-dire que tu vois une terre qui était réellement complètement prise par le RN et c'est quelqu'un vraiment, je veux dire, de l'antifascisme qu'on va interpeller comme fichier S, etc. Et le truc se renverse complètement et fait plus de 56%. Et de l'autre côté, je veux dire, on va dire une posture à la Roussel, ou voilà, où on essaye d'aller vraiment vers les électeurs, et au total, tu perds tout, tu perds 20 points, quoi, tu vois. Et ça, c'est une vraie réflexion, c'est-à-dire que moi, j'ai déjà remarqué deux choses, c'est-à-dire que vraiment partir de construire, d'écouter, tu vois, moi, c'était les mêmes questions hein, qu'on s'est posées, parce que je veux dire, moi, dans les campagnes, c'est plus moi qui ai mené l'affaire. Dans les campagnes, le choix a été d'essayer de récupérer les électeurs macronistes, et tout s'est inversé, c'est-à-dire que dans les campagnes, donc en fait, celle qui m'a remplacé, plutôt du PS, a gagné énormément de voix, je veux dire, sur Gap. Et par contre, dans les campagnes, il y a des villages où moi j'avais fait 83, 84%, je veux dire, contre Macron, et où maintenant le RN est premier, quoi, partout, quoi, tu vois. Et j'ai l'impression, effectivement, là c'était plutôt le retour de Macron, moi, pas de Macron, c'était du PS, mais c'était, je veux dire, où on disait merci à la députée macroniste qui s'était retirée, il n'y avait pas toutes les mesures un peu programmatiques, etc. Il y avait un apaisement, en tout cas on essayait d'apaiser les peurs du camp macroniste qui votait au deuxième tour, quoi, tu vois. Et en fait, le vote RN dans les campagnes en faisant ça a plutôt augmenté, quoi, tu vois. Ben oui, Voilà. exactement. Et en fait, tu vas complètement dans mon sens. C'est-à-dire, la nana, elle a été décidée, sa candidature a été décidée depuis Paris, et elle a renchaîné sur toutes les rengaines médiatiques. C'est-à-dire qu'elle s'est mise à l'échelle du débat médiatique. C'est quelqu'un qui était présentable sur BFM TV. Mhm. Ouais, ça, chez Et nous, donc, effectivement, elle a eu le vote des pas villes et été pas le vote sondé. des Ouais, ouais. campagnes. Et effectivement, et elle a eu le vote des gens qui n'ont pas l'occasion de débrancher. Et moi j'avais le vote des Euh, campagnes et pas le vote des villes. Ben c'est Voilà, ça, voilà. parce que tu as passé ton temps à aller faire du porte-à-porte, à connaître les gens, à causer, à organiser des agoras.
Donc c'est exactement ça en fait, tu vois. Ils ont choisi un vote BFM TV. Bah, chez nous c'est le contraire, tu vois. On nous a envoyé quelqu'un de Place Publique qui passait parfaitement sur BFM. Il est allé partout sur les marchés pour dire qu'il connaissait Glucksmann et qu'il était branchouille et tout ça, et avoir le monde en chiffres et avoir un discours impeccable du point de vue du politiquement correct. Et il s'est viandé parce qu'on est dans un pays très rural avec des questions qui se posent dans des termes très concrets, des manières de parler qui sont très concrètes, des habitudes de prendre en charge nos besoins parce qu'il n'y a personne pour le faire à notre place et que les services de l'État sont effondrés. Bon, et dans un endroit comme ça, quelqu'un qui vient du centre en fait de la vie médiatique parisienne et politicienne parisienne, d'ailleurs il était parisien, ne peut pas survivre 2 minutes. Il n'est pas crédible. On peut voter pour lui pour repousser le RN, mais c'est tout. Nous, c'était une dame du terrain, quand même, agricultrice, mais qui a surtout gagné beaucoup plus en ville que moi, j'avais jamais gagné à Gap. Hein, donc voilà. Mais qui l'a choisi ? Ah oui, non, mais c'est-à-dire que c'est les discussions, elles ont eu lieu à Paris, et puis voilà, il fallait redonner San Circo et la ligne politique est allée avec. Oui, non, mais voilà, c'est une discussion. Est-ce que, par rapport aux auditeurs, parce qu'on est en direct, parce qu'on était un peu plus long que prévu, d'habitude je mets une petite chanson entre les deux, est-ce qu'on a 2 minutes pour se mettre une chanson et on se reprend 5 minutes après et on arrête Toi, tu dois y aller. Il va falloir qu'on s'arrête parce que j'ai beaucoup trop débordé, j'ai des trucs à faire. Ouais, je m'en doute. Bah écoute, moi je vais mettre une chanson en tout cas pour finir. Moi, je pense que c'était assez intéressant, voilà. Alors, dis-leur que l'on s'aime, soit HK ou Anne Sylvestre, j'aime les gens qui doutent. Qu'est-ce que tu préfères ? Anne Sylvestre. Alors, c'est magnifique, Anne Sylvestre. On est parti avec Anne Sylvestre, qui a quand même une vie exceptionnelle. Hein. Je ne sais pas si tu sais, c'est une des filles du proche collaborateur de Doriot. Tu vois, elle a vécu ça, et puis son petit-fils après meurt au Bataclan. Donc tu vois, d'avoir par rapport à la question du discours médiatique et de l'extrémisation et comment on travaille des choses, elle a quelque chose à dire. Hein. Et puis moi je me suis opposé à toi un peu dans le truc, c'est pour apporter de la diversité. Et puis voilà, hein, j'ai dit de toute façon ce que je pense. J'aurais pu poursuivre un peu parce qu'il y avait plein de choses qui m'intéressaient aussi, parce que voilà, il y avait plein de choses qui m'intéressaient dans ce qu'on se disait, et parce que moi je me demande si face à un pouvoir médiatique, on n'est pas obligé d'en passer par une phase destituante par rapport aux grands médias, et donc toi tu es sur une phase constituante, mais est-ce qu'elle ne doit pas d'abord être quelque chose où les gens se rendent compte que il faut travailler nous dans nos petites radios locales et donc à un moment on dise non à ce pouvoir qui vient d'en haut et qui nous détruit les uns les autres, quoi. Voilà, c'était ça. Bon, après là c'est un autre débat, mais je veux dire c'est là que je suis complètement d'accord. Il faut se débrancher. Voilà, c'est ça aussi. Et donc bon, écoute, j'aime les gens qui doutent. On est parti pour Anne Sylvestre. Et à bientôt, Alexandre. J'étais super content que tu nous appelles. Allez, ciao. Ciao. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur, pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens.
ceux qui veulent bien n'être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants, ceux qui sans oriflamme et daltoniens de l'âme ignorent les couleurs, ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps, qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, et qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu, merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu. C'était Anne Sylvestre, Les gens qui doutent. Vous êtes sur KTB Radio et on vient d'écouter Alexandre Duclos avec qui on a eu un débat un peu, pas tout à fait comme ce qu'on a d'habitude, parce que souvent on part de l'inverse, non pas du débat médiatique, mais on part de la parole des gens. On part de la parole des gens pour leur demander comment ça va. Et à l'épisode 20, moi je trouvais que c'était important avec ce qu'on vivait, c'était de voir l'enjeu qu'il y avait eu sur la cristallisation des peurs. Il y avait des choses à dire. Moi je suis pas spécialement d'accord complètement avec ce qu'apporte Alexandre comme réflexion, mais ce qui est important, c'est que mon avis, on n'en a rien à faire, quoi. Hein. Je veux dire, c'est pas l'essentiel. En tout cas, moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est si vous êtes en train d'écouter cette émission, n'hésitez pas à nous appeler au 07 85 30 30 57, voilà, en direct, pour savoir si vous aussi, vous avez vécu une cristallisation des peurs, comment vous vivez, comment on peut sortir de ces peurs pour faire peuple ensemble, pour essayer de construire. On est à un moment, voilà, où sans arrêt, les médias, en fait, les médias, pas ceux de KTB Radio, mais sont en train de jouer un peu sur nos peurs et comment vous vivez ça. Voilà, n'hésitez pas en tout cas. Donc, vous êtes sur KTB Radio à l'épisode 20 de cette émission Comment ça va ? On faisait un point un peu sur ce qui se passe au niveau politique, bien que nous, on a tout l'inverse, la volonté de co-construire localement, la volonté de se parler, la volonté de quitter ce champ médiatique pour simplement pouvoir chacun se poser la question comment ça va pour construire ensemble. Et c'est tout un chemin que l'on essaye de se poursuivre. Jeudi prochain, nous aurons une émission sur les prisons. Et voilà, avec un collectif, le Café Tôle. Et donc je vous propose de venir, c'est un sujet voilà, qu'on n'a pas encore du tout abordé. Et je vais passer une dernière chanson, soit pour finir, sauf si j'ai un coup de fil. S'il y a un coup de fil, n'hésitez pas, on poursuivra la discussion. S'il y a quelqu'un qui avait une remarque à faire, n'hésitez pas au numéro de téléphone que je vous ai dit, 07 85 30 30 57. En attendant, ou pour terminer, nous, on va s'écouter HK, Dis-leur que l'on s'aime. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème, nous sommes le monde de demain. Dis-leur que c'est ainsi,
que naissent les colombes. Dis-leur que c'est ici que commence le nouveau monde. Dis-leur nos cœurs qui s'ouvrent quand le monde s'isole. Dis-leur qu'on se retrouve émancipés des camisoles. Dis-leur nos corps qui vibrent, nos notes de musique. Dis-leur que nous sommes libres à chaque pas de danse sur la place publique. Oh mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème, nous sommes le monde de demain. Dis-leur qu'on est unis, dis-leur qu'on est ensemble, dis-leur qu'on est en vie sur cette terre qui nous ressemble. Dis-leur que l'on avance, que c'est inexorable, croisant nos différences, suivant l'inaccessible étoile.